Bonsoir, bienvenue à la boutique Potemkin. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir Laurie Lassalle, que nous avions déjà eu le plaisir d'inviter il y a 2 ans pour son premier documentaire Boom Boom, et qui revient ce soir pour nous parler de Forêt Rouge, son dernier film. Donc ce sera une discussion avec Emmanuel Burdeau, critique de cinéma, qu'on a déjà reçu aussi plusieurs fois, et donc on est très content de les avoir tous les deux ce soir. Voilà. Allez-y. Merci Franck. Merci, bravo. On commence comme ça sans autre forme de procès. Oui. Alors je crois qu'il faut quand même dire qu'on n'a absolument rien préparé avec Emmanuel, mais que c'est à dessein, d'une certaine manière. N'est-ce pas Emmanuel? Oui, c'est à dessein qu'on n'a pas de dessin. On n'a pas de structure. Mais par contre, on a une liste de films. Si jamais... Oui, alors moi je vais peut-être dire quand même un tout petit mot pour commencer. D'abord, merci à Potemkin pour l'invitation et merci à toi. En fait, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, c'est vrai. Parce que je connais ton travail, aussi bien Boom Boom que Forêt Rouge. Je t'ai proposé et tu as accepté de participer à cette sorte de podcast que j'ai ouvert là sur Substack. Et moi, je trouvais que la conversation m'a énormément plu. Et donc tu m'as proposé de venir ici pour la rencontre à l'occasion de la sortie du DVD. Et j'ai dit oui, donc il y a eu beaucoup de oui qui ont été dit dans les deux sens. Voilà, donc je suis absolument ravi d'être là. Donc on t'a demandé de... Enfin moi j'avais une première question, mais qui est... Comme j'habite pas à Paris, ou plus à Paris, je viens pas très souvent à ce genre de rencontres. Je suppose que c'est une question qui doit être soit posée tout le temps, soit au contraire qu'on évite de poser, mais quand même je la pose. Je voulais savoir ce que ça, dans les différentes étapes qui sont celles d'un film, depuis l'écriture, le montage, la sortie, accompagner les films, qui est moi, un processus qui m'intéresse énormément. La sortie d'un DVD, avec ce qui accompagne le film sur le DVD, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est une manière de tirer un trait et de passer vraiment à autre chose? Ou est-ce qu'il y a peut-être encore d'autres étapes ensuite? Je pense que c'est un peu effectivement la fin du cycle, d'une certaine manière. D'ailleurs, je me suis dit, bon allez, cette rencontre, c'est la dernière fois que je stresse pour une apparition publique. Et aussi, c'est marrant, je sais plus qui disait ça, mais aujourd'hui, le cinéma est complètement immatériel. Enfin, on est quand même dans une ère du numérique et du 1 et du 0. Et le DVD reste le petit objet qu'on va avoir du film, bien qu'il y ait plus beaucoup de personnes qui ont des lecteurs DVD. Il y a des players, des gens qui jouent aux jeux vidéo et apparemment ça se lit très bien dessus. Et apparemment il y a un regain pour le DVD et je me dis que peut-être c'est lié à une espèce de... Enfin, tout comme pour le vinyle, pour des objets en fait, et peut-être que c'est lié à cette espèce de dématérialisation de tout, aussi de profusion d'images, de pensées, et qu'en fait avoir un objet, être obligé de l'écouter par exemple jusqu'au bout comme un vinyle et de retourner le vinyle, enfin moi j'adore encore faire ce geste. Un DVD ça se retourne aussi? Non, ça se retourne pas, mais par contre je pense que quand tu... Non mais je pense que, je sais pas si toi tu regardes encore des DVD, moi pas trop, mais je pense que si le fait de juste mettre un DVD, enfin d'insérer un DVD, tu vois, ça te met déjà dans un temps qui est celui du film, que tu n'es pas obligé de respecter, tu peux mettre pause, etc. Mais regarder un film sur internet, tu peux encore plus te permettre, enfin je trouve qu'il y a moins le petit rituel de cérémonial. Et au-delà de ça, c'est juste une histoire un peu post-apocalyptique, le jour où il n'y a plus rien, plus internet, bah t'as toujours ton objet, le DVD quoi. Tu peux encore lire ton film. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'il y a sur le DVD de Forêt Rouge, en plus évidemment du film? Parce que dans la conversation qu'on a eue, qui n'est pas très ancienne, c'était il y a 3-4 semaines, je crois. Ouais. Je me souviens que tu as évoqué le fait qu'il y avait, je crois, un certain nombre de choses que tu avais filmées qui ne sont pas retrouvées dans le film. Enfin, voilà, c'est assez classique, mais dans le cas d'un documentaire, peut-être que... Non, t'as pas dit ça? Des choses que j'ai filmées qui sont... Ah oui, choses que tu as filmées qui n'ont pas été dans la version définitive du film. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, hormis le film lui-même, qui est déjà très précieux, sur le DVD? Sur le DVD, il y a, donc dans les bonus, il y a un entretien avec moi et moi-même et Agathe Boisdet qui est ici, qui a eu la gentillesse de bien vouloir me poser des questions pour pas que je me retrouve trop face à moi-même. Et Léa Carme qui a filmé, donc qui dure à peu près une petite quinzaine de minutes. Et il y a un court-métrage qui est en fait une sorte de séquelle de Forêt Rouge,
avec effectivement des images dont soit j'ai pas réussi à faire le deuil, soit j'avais un peu envie de raconter la suite, parce qu'à part ça, il y a des images dont j'ai pas fait le deuil qui sont toujours nulle part, mais bon voilà, on verra, peut-être qu'un jour elles ressortiront quelque part. Mais j'avais un peu envie de raconter, parce que au moment de la fin du montage de Forêt Rouge, il y avait quand même un choix, enfin pas que à la fin d'ailleurs, des milieux, on va dire, il y avait quand même ce choix de comment on finit. Est-ce qu'on reste dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et dans la forêt, et donc on garde cette idée de huis clos vraiment voilà, assez radicalement, ou est-ce qu'on sort et qu'on va vers les soulèvements de la terre, par exemple, qui est quand même un mouvement assez ample, qui a suivi, enfin qui a fait suite à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui en est même un peu né, en partie, parce que c'est un mélange de plein de collectifs. Et donc voilà, et du coup, dans ce court-métrage, il y a aussi des images. Moi, j'avais beaucoup suivi les soulèvements de la terre en fait avec ma caméra, et c'est le moment où on s'arrête. Et il y a donc des images des soulèvements de la terre, donc de la suite, un peu en fait, des petits de la ZAD, quoi, des enfants, si on peut dire, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est le court-métrage qui s'appelle Nos Futurs. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que je peux dire, c'est un film, c'est un petit film, c'est un moyen métrage en fait, il fait 40 minutes je crois, avec un peu un élan vers un ailleurs, et puis un en dehors aussi de la zone, quoi. Et tu disais que tu as filmé les soulèvements de la terre, donc hors de la ZAD. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Et ben, il y en a un petit peu dans ce court-métrage. Ouais. Il y a quand même pas mal d'images de Sainte-Soline, de la montagne. Je suis désolée, j'ai oublié. Lyon-Turin, enfin. Ouais, voilà, Lyon-Turin, merci. Non, mais le Notave. Mais le nom, c'est le nom de la région. La Maurienne, voilà. Donc Notave, je sais pas, bon, voilà, c'est plusieurs luttes. En fait, je vais pas faire un historique de la lutte Notave, qui est une lutte italienne historique contre un TGV Lyon-Turin, en fait. Il y a aussi un moment dans la forêt de Rouen où il y avait une autoroute qui devait passer. Je crois qu'ils sont d'ailleurs en cours, je sais pas où ça en est. Ouais, c'est fini, ils ont arrêté le projet, incroyable, voilà, comme quoi. Et voilà, donc il y a plusieurs moments comme ça des soulèvements de la terre, donc, dont Sainte-Soline a été pour moi le plus marquant. Et du coup, alors étrangement, j'y ai mis des images qui sont pas des images. Enfin, comment dire, c'est pas des images très concrètes de Sainte-Soline, c'est des images plutôt de la sensation que moi j'ai eue, parce qu'il y en a eu plein, enfin on en a eu vraiment beaucoup des images de Sainte-Soline, et pour le coup je voyais pas d'intérêt de rajouter des images aux images, et du coup c'est plutôt une forme un peu de sensation de la blessure aussi militante, parce que c'était un moment quand même très violent, et voilà, avec des blessés, dont des personnes qui sont restées dans le coma, qui ont été avec des blessures irréversibles. Voilà. Donc il y a cette dimension-là qui n'est pas présente dans Forêt Rouge, par exemple, mais qui est très présente dans Boum Boum, par ailleurs, enfin qui est un peu plus, quoi, de la blessure. Ouais. Et donc le corps aussi, il y a une espèce de retour. En fait, le passage de Sainte-Soline, pardon, il y a aussi d'un coup une forme de subjectivité qui revient. Et donc du corps, c'est un moment où vraiment je filme l'herbe, je suis un peu égarée. Il y a d'ailleurs un camarade qui est dans la salle là, qui était présent, et les blessures en fait. Ouais. Alors, il y avait une autre question que j'ai envie de poser, mais bon, encore une fois, je ne sais pas si elle est pertinente, mais tu parles des soulèvements de la terre. Je suppose que tu as vu ce film, le film qui est de Thomas Lacoste, je crois, qui s'appelle Soulèvement. Je ne te demande pas ton avis parce que tu viens de l'exprimer. Ma question, elle ne porte pas sur le film lui-même, mais cette année ou ces dernières années, il y a eu plusieurs documentaires comme ça sur des, disons, je ne sais pas s'il faut les appeler militants, en tout cas sur des activités militantes. Il se trouve que Thomas Lacoste, il a opté pour une stratégie quant à l'accompagnement et à la promotion du film, qui est de faire un nombre assez incalculable d'avant-premières. Je sais parce que moi je suis abonné à sa newsletter et j'en reçois à peu près autant que les gens reçoivent des trucs que moi je fais sur Substack, donc c'est vraiment un enfer. Et je crois savoir que ça a très bien fonctionné. Ouais, ça a très bien fonctionné. Ça a vraiment très bien fonctionné, de sorte que, parce que je pense que c'est quand même une question aujourd'hui intéressante, qui n'est pas aujourd'hui, mais quand même, de sorte que je crois que le film a fini par sortir en salle de manière traditionnelle, mais que c'était un peu le bout de la route pour lui. Parce qu'il a commencé à tourner dès le Festival d'Avignon l'année dernière, en juillet, et il est sorti, je crois, en mars ou un truc comme ça. En février. Donc, entre-temps, il y a eu, je sais pas, 50 avant-premières
peut-être plus dans toute la France, puisque le film lui aussi va un peu dans toute la France. Toi, c'est pas la solution, c'est pas comme ça que vous avez travaillé. Est-ce que ça, pas tout à fait, un peu quand même. Pas tout à fait, mais par contre c'est une manière assez traditionnelle du documentaire de travailler. Je crois maintenant, enfin peut-être que je me trompe, il faudrait que des distribs qui ne sont pas dans la salle parlent, mais bon, il y a mon producteur qui est dans la salle qui peut peut-être dire un mot. Mais non, en gros, moi je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. En fait, pour être très honnête, quand tu parles de stratégie, il y a aussi une question d'argent. C'est-à-dire que donc c'est Jour de Fête, voilà, le distributeur. Donc Jour de Fête, c'est quand même un immense distributeur de films documentaires. Et donc, quand même un gros budget. Donc en fait, clairement, il y a aussi toute une machine de guerre là derrière. Enfin, je suis désolée pour le terme, mais voilà, ça a été très soutenu, quoi, en tout cas financièrement. Et donc, je pense que ce truc des avant-premières permet en fait de s'assurer qu'à la sortie, on va faire à peu près Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être que ce film, il avait aussi je pense que c'était une bonne stratégie, en fait, parce que ce film, il avait quand même... comment dire, il y avait un air du temps, enfin quand même les soulèvements c'est très actuel, ouais, je pense que c'est bien senti. Après je sais pas trop quoi dire là-dessus. Mais tu penses que ou peut-être toi quelqu'un, tu penses que quand on adopte cette façon de faire, c'est-à-dire que quand le film finit par sortir en salle de la façon habituelle, il a pas épuisé son... Ou au contraire, il bénéficie de la vitesse acquise. Il faudrait demander à Thomas Lacoste, je sais pas. Je suis désolée, je sais pas. Non, mais pardon, Non, mais je comprends ta question globale. C'est juste que c'est pas... C'est du bouche à oreille, il a fait 10 000 voilà. entrées avant sa sortie seule. Ouais. Et là, je sais pas où ils en sont, mais j'ai regardé il y a un mois ou deux, ils étaient à 46 000, 50 000, ce qui était... Ah non, beaucoup plus que ça. Non, mais alors peut-être que ça augmente, moi c'était il y a un mois que j'ai regardé. 50 000, non, mais je pense qu'il a fait plus même. 50 000, donc 40 000 ajoutés aux 10 000 entrées, ou est-ce que... De toute façon, c'est beaucoup. Normalement, ils les comptent. Ouais, c'est énorme pour un documentaire. Travail, ils mettent les entrées. Mais ils ont fait un énorme boulot promotionnel en réalité, qui est en fait intéressant d'un point de vue même politique. C'est-à-dire que c'est pour moi un film pour le coup qui est assez. Enfin, je sais pas trop quoi en penser au sens propagandiste. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression qu'il y a pour des personnes qui sont pas très informées sur les soulèvements de la Terre et à qui on a rabattu les oreilles sur cette histoire d'éco-terroristes, oui, ça fait sens. Et je pense que soudain, les gens se disent « Ah, mais en fait, voilà, les personnes des soulèvements de la Terre, ce sont des 12 agneaux très intelligents qui ont une stratégie derrière, qui sont très sensés. » Et c'est très bien pour ça. Moi, je pense que le film a vraiment voilà, il a cet atout-là de déconstruire quand même ce terme éco-terroriste qui est un sacré truc, quoi. Donc je pense que c'est un peu aussi là-dessus que ça a fonctionné. Et après, moi, pour les histoires commerciales, franchement, je suis désolée. Je sais non, pas. mais je voulais pas, c'est pas tellement, pardon, pour te faire parler de ce film qui n'est pas le tien et qui n'est pas le sujet, mais c'est parce que je me pose la question. Non, mais parce que je me pose quand même la question. Ils sont opposés formellement en plus. Donc oui, ils sont très opposés formellement, ça c'est vrai que. Mais, et puis bon, Jour de Fête, c'est vrai que maintenant, ils ont une sacrée force de frappe, c'est pas des plaisantins pour rester poli. Mais non, mais ma question c'est plutôt dans cette histoire que moi m'intéresse beaucoup de chronologie d'un film. À quel moment est-ce que tu considères bon ben voilà le film je sais pas comment dire, il a atteint une espèce de date puis un déclic puis on passe de l'autre côté quoi. Et donc c'est aussi pour ça voilà la sortie, l'accompagnement, le DVD, bon, c'était un peu la même question. Ouais non mais je comprends mais je vois. Et que je sais que beaucoup de cinéastes, encore une fois c'est une question qui a au moins 30 ou 40 ans, mais que beaucoup de cinéastes, qui sont pourtant des cinéastes, qui vont faire des entrées en salle, pour certaines, à une époque, on considérait qu'en dessous de 10 000, c'était vraiment un désastre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même parfois en dessous de 5 000. Que beaucoup de cinéastes restent très attachés au moment de la sortie en salle, alors que peut-être il suffirait qu'ils fassent quelques avant-premières un peu intelligemment organisées pour obtenir le même chiffre, dans des conditions peut-être plus agréables, c'est-à-dire avec pas simplement 3 personnes dans une salle. Oui, après vraiment pour être honnête, je pense que alors à la fois il y a le sujet quand même, mais vraiment la question de l'argent elle est fondamentale. Il y a comme tu dis une force de frappe, c'est-à-dire que moi je vois maintenant comme ça fait 2 films que je sors, je vois combien coûte quoi. Et enfin quoi coûte combien, enfin voilà. Et, ça marche pas de sens. Et c'est vrai que voilà le moindre je sais pas, petite image sur Instagram, site, enfin même affiche, etc. Ça coûte de l'argent quoi. Par exemple, je crois qu'une affiche publicitaire sur les bus, alors je vais te dire une bêtise, mais il me semble que c'est genre 100 000 € quoi.
un truc comme ça. Sur les bus, hein, attention, RATP, donc t'as plusieurs bus, plusieurs... 100 000. Ah oui, Ouais, pas ouais, je une crois que c'est un affiche. truc comme Pas une affiche, avoir Non. des affiches. Campagne, un bloc, ouais. campagne. Ouais, moi, je voulais Non, faire mais ça je pour parle des mon gros. Substack, je vais renoncer, je pense. En fait. Je vais attendre un petit peu. Et dans le métro... 100 000 euros. Ouais, c'est un truc comme ça, je Ah, crois. c'est beaucoup. Et dans le métro, c'est de l'ordre de 12 000, je crois, des blocs dans le métro. Mais c'est plusieurs, c'est pas une affiche dans le métro. Oui, c'est- bien sûr. Voilà, t'as compris. C'est genre un quartier ou je sais plus. Et voilà, donc quand tu connais ces chiffres et que tu sais par exemple combien coûte mon film, c'est pas. En fait, ça coûte à peu près la campagne sur le bus, tu vois, donc on va pas faire une campagne sur 100 le 000 bus. euros à peu près. Je pense un peu plus, je sais Un pas peu au final, parce qu'on a eu des assemblages, mais bon. C'est un montage un peu pirate, mais il y a quoi il y a Ouais, ça on va peut-être pas le dire. plus que ça, ouais, de 250. je dirais. D'accord. Bon, ça fait 2 bus quoi. Ouais, ça fait 2 bus. Ça fait quand même 2 bus. Il y a une- Mais Si sur on peut 8 pas- ans. Sur 8 ans. 2 bus sur 8 ans, ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ok, voilà. Non, après, c'était quoi ta question avant, Non, mais les bon, histoires de- non, mais on a parlé. Non, la chronologie, je pense que voilà, moi par contre, ce qui est important pour moi, c'est les festivals, c'est ce moment, la sortie elle est importante, mais en réalité, moi je sais que pour l'instant, les films que je fais, peut-être ça va changer, il n'y a pas un gros impact, c'est des distributrices et distributeurs qui sont des petits distribs, mais qui ont une ligne éditoriale assez forte, que moi je trouve admirable, qui défendent en fait des films assez engagés et politiquement et esthétiquement, et donc on est dans une économie qui est ce qu'elle est, et pour l'instant, moi, ça me va comme ça. Après, j'avoue que ce serait bien un petit peu plus d'argent. Ouais. Mais on en parlait de l'argent. D'ailleurs, je trouve que Sophie Le Tourneur en a un petit peu Ah, parlé aussi. elle en parle très très Elle en bien. parle bien. Mais du Elle coup, en parle tu très bien. parles, tu proposes. Enfin bon, on en parlera après. Oui, moi c'est mon sujet préféré là. Voilà. Non, mais ce que tu Non, mais me c'est demandes, vrai, en plus. mais j'ai réfléchi à ta Ouais. question, on en parlera plus tard parce que là, on va sortir du sujet. Non, parce que j'ai fait plusieurs vidéos où je parle que j'ai appelé l'argent de la critique. Ah, ça fait tout de suite, ça fait envie. Et donc j'avais envie aussi de discuter avec des cinéastes. Ouais, mais c'est une bonne idée. Vraiment de questions d'argent, un peu de manière précise. Mais bon. Alors, on peut peut-être dire quelques mots de cette fameuse liste. Mais il y en a beaucoup, hein, j'ai l'impression. Ouais, il y en a énormément en fait. Tiens, si tu veux regarder. Mais d'ailleurs, j'ai Herzog, la manuel de survie. C'est pas toi qui avais plus ou moins. Non, t'as pas du tout participé à ce livre? Si, je l'ai fait avec un ami, avec Ouais, Hervé c'est ça. Aubin. Et ben, j'ai adoré. J'ai découvert ça parce que je l'ai mis dans ma liste sans savoir que, Ah bon que t'avais participé. Oui, oui. Mais on Et- était venu même, je crois, peut-être pas parler de ce livre aussi, mais oui, qui est un livre d'entretien qu'on a fait avec Herzog, il s'est bien vendu, il nous a pas non plus enrichi, hein, puisqu'on faut continuer à parler d'argent. Un livre de cinéma qui se vend bien, c'est au-dessus de 1000 exemplaires. Il y a un voleur. Mais pour moi, pour moi c'était un livre important et qui est pourtant tout petit, je veux dire dans sa taille, mais grand. Et Bah, notamment quand tu parles des langues. Ouais, non, mais j'ai adoré c'est ce- une histoire que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a fait ça pour dire un mot rapidement, je crois que c'était l'automne 2008. Ouais. Et il se trouve que les cahiers du cinéma n'avaient jamais interviewé Herzog. Les cahiers ont défendu Herzog au tout début avec Signe de vie, et puis plus du tout après. Ok. Mais à un moment, quand même, il est vraiment revenu au premier plan, il est redevenu très important. Et, tout ça. Donc, et puis Hervé Aubron, lui, connaissait Herzog depuis longtemps. Moi, je connaissais les depuis un peu moins de temps. Et on a décidé d'aller le voir, j'étais encore au cahier, sous alibi cahier du cinéma. Parce que c'était plus facile. Et puisqu'on parle d'argent, c'est moi qui ai tout financé le voyage. Je crois à moitié en tout cas. Et on s'est retrouvés là-bas, il était en train de monter un opéra. Mais où ça du coup? C'était à Valence, en Espagne. Il était en train de monter un opéra, Wagner, je crois. Et on a discuté avec lui, et quand on est reparti, et j'ai dit à Hervé, en fait, ce qu'on a, on a un livre. En fait. On a passé 4 heures avec lui. Alors évidemment, 4 heures, c'est Werner Herzog, il va pas aux toilettes. Ouais. Mais heureusement, on était deux, on se relayait. Ouais. Et voilà, et c'était... Il raconte des très belles histoires moi, qui m'ont beaucoup inspiré. Et j'ai fait plusieurs livres d'entretien, beaucoup. Et c'est la seule fois de ma vie où en fait, j'ai rien touché du tout dans l'ordre. Ça, c'est- C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, c'est vraiment le... Alors que d'habitude, tu passes ton temps, tu fais du montage, quoi. C'est pas un scoop. Et là, c'était vraiment un très beau souvenir. Alors, il faut que je tire des fils? Je vois quand même, j'ai un peu honte de le dire, mais parce que c'est un peu à la fois évident et presque désobligeant, mais il y a il y a quand même pas mal de films de réalisatrices. Maya Deren, Lucretia Martel, Claire Denis, Sophie Le Tourneur. Delphine Seyrig et Carole Ossopoulos. Voilà, Delphine Seyrig et Carole Ossopoulos. Alice Kornberger. Rabat Hammerzalmech.
Mais Voilà. faudra lui demander. On lui demandera. Comme en plus, c'est un garçon très facile, il nous répondra. Et alors, attends, par exemple, tu vois Sophie Le Tourneur, l'Aventura depuis Énorme. Ou Oui, c'est Énorme qui a changé quelque chose pour toi? oui, voilà, non, moi, c'est énorme que je oui, en fait, j'avais vu les films, enfin, j'ai pas vu tous les films de Sophie Le Tourneur, mais j'ai vu ses premiers films, je crois, Le Marin Masqué, puis La Vie au Ranch, je sais plus quel autre, Les Coquillettes. Coquillettes, ouais. Voilà, et que je trouvais marrant, et voilà, enfin, je m'identifie un petit peu à elle, évidemment, enfin, elle est très... il y a ça dans ces films, il y a cette espèce enfin oui, ouais, un peu une facilité à s'identifier à ces personnages qui sont quand même très proches d'elle et proches de nous, et en même temps, un côté un peu potage, enfin, désolé, mais un tout petit peu... bricolé en fait, mais quand même j'adore le geste, enfin voilà. Et en fait avec Énorme, je me suis dit c'est quoi ce truc, c'est trop bizarre parce que c'est Sophie Le Tourneur mais avec une affiche de comédie voilà, romantique, enfin comédie Et puis un peu commerciale, avec des acteurs connus. voilà. Et un titre, et puis l'affiche était très... Tout était bizarre. Moi je l'ai pas vu à l'époque justement parce que j'étais un peu rebuté par ça. Ah ouais, moi comme j'avais vu Sophie Le Tourneur, je me suis dit mais je veux voir ce truc quoi, c'est une curiosité quand même. Et en fait, puis peut-être quelqu'un m'avait dit quand même, va voir, il y a une scène au milieu, bon bref. Et en fait, c'est complètement génial et je trouve qu'elle va très loin quand même dans son geste. Enfin, en fait, elle avait pas fait ça, c'est-à-dire que on est dans une fiction assez classique, mais quand même assez drôle et toujours très juste, très précise, ce qui est quand même rarement le cas dans les comédies françaises. Et à un moment, on a ce retournement, cette plongée dans le documentaire au moment de l'accouchement. C'est ça la scène dont tu parlais un instant. Ouais. Pour moi, qui est incroyable et qui lui a valu, je crois, en plus quelques polémiques. Enfin bref. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que ce moment-là, enfin, j'ai compris Sophie Le Tourneur à ce moment-là. Je me suis dit, mais elle est trop forte. Elle nous embarque dans un truc. En plus, elle nous fait croire. Alors c'est pas elle, c'est la distrib. Enfin voilà, qui nous met dans cette espèce de comme la grève qui nous fait croire que c'est pas la grève du sexe, que ça pourrait être la grève des ouvriers, bien que ce soit lié évidemment. Mais du coup, là j'ai trouvé que c'était un geste très fort de retournement en fait, et de retournement du réel, et de plonger d'hybridation du film complètement assumée. Voilà, et qu'ensuite j'ai compris dans ces autres films d'une autre manière, c'est-à-dire beaucoup plus tissée. On est dans une fiction, mais elle construit avec le réel, avec des blocs de voix, enfin voilà, d'improvisation ou tout simplement des blocs de vie enregistrés. Moi, elle me fait penser à Jean Eustache, en fait, qui a été pour moi une grande obsession et qui d'ailleurs me faisait peur au sens où, c'est pas lui qui me faisait peur, c'est que j'avais peur de lui ressembler. Alors c'est un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est juste j'avais peur de... En fait, c'est sa névrose qui me faisait peur. Comme lui. Ouais. Voilà, c'était pas de ressembler à son cinéma, mais que vraiment... cette espèce de folie comme ça, de tout enregistrer, absolument que beaucoup de cinéastes ont en fait, et de peur que la vie nous échappe, etc., et de vouloir tout reconstituer, et jusqu'à mettre en scène sa propre mort. Enfin voilà, voilà, pour moi il y avait quelque chose de... Et cette obsession, tu en es sorti? Obsession Eustache. Un peu. Ouais. Non, un peu. Après, moi, je pense que les obsessions, on les érige en méthode. Et en fait, le truc pour sortir de l'obsession, c'est d'ériger l'obsession en méthode. Et là, tu deviens cinéaste, en gros, quoi. Mais c'est un peu une arnaque, hein, finalement. J'espère que les gens ont noté, là. Moi, en tout cas, j'ai noté. Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Non, mais c'est une arnaque. Je veux dire, c'est quand même du travail. Qu'est-ce qu'une arnaque ? C'est pas une arnaque, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux partir de choses très primaires, très voilà, même je sais pas comment dire, psychanalytique première, on va dire, et que ça se transforme en art. Mais bon, c'est pas un scoop que je dis, hein, c'est juste une manière de transmuter. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu dis à propos des normes, parce que j'ai eu à peu près la même expérience que toi avec Sophie Le Tourneur, en fait, avec le Énorme aussi a beaucoup changé, enfin Énorme, et puis Voyage en Italie, ça m'a permis aussi de reconsidérer ce qu'elle avait fait jusque-là, qui m'intéressait aussi, mais que je trouvais, comme tu dis, un peu potache. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'elle fait, moi je trouve ça assez extraordinaire, et parce que tu m'as dit que tu avais regardé le truc, les conversations que j'ai faites avec elle, je trouve qu'elle a une manière de parler
qui effectivement peut aussi faire penser à Eustache, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas, on ne sent pas du tout, enfin elle le dit, il n'y a pas du tout le désir chez elle. C'est ça ce dont j'avais peur moi, avec Énorme, par exemple tourner avec des acteurs connus, quoi, ne correspond pas du tout pour elle à une espèce de désir, comment dire, automatique quoi. Alors c'est le cinéma, donc c'est des acteurs connus, donc c'est de l'argent, donc c'est du glamour. Et c'est quelque chose je trouve assez rare aujourd'hui, de gens qui sont pas, comment dire, qui ne poursuivent pas, comment dire, un plan de réussite sociale ou d'insertion sociale à travers le cinéma. Oui, puis je trouve qu'elle est très précise dans sa manière de parler de son travail, et c'est assez rare. Et j'aime bien aussi, encore une fois, quoi, qu'elle ait érigé en fait, cette obsession, cette nécessité, parce que c'est peut-être plus une nécessité qu'une obsession, en discipline, en travail, quoi, en matière, en fait. Mais toi, pour l'instant, je ne veux pas dire de bêtises, mais ce tissage dont tu as parlé, et qui est, entre autres choses, pas seulement, mais qui est quand même, pour part importante, un tissage de fiction et de documentaire, c'est pas vraiment quelque chose que tu as pratiqué? Eh ben, j'ai fait une fiction quand même. Enfin, le premier film que j'ai fait, c'est une fiction, qui est vraiment une totale fiction. Et ensuite, c'est un film documentaire, enfin un court-métrage. Donc, le premier film, c'est Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Et le second, c'est Je suis Gong. Et en fait, Je suis Gong, il était pour moi, dans ma tête, une fiction. Et en fait, il a été pris dans les festivals documentaires, presque plus. Et du coup, j'ai compris que j'étais à la frontière à ce moment-là. Et dans Boum Boum et Forêt Rouge, on est quand même du côté du documentaire, avec une manière, on dit cinéma, enfin comment on dit, documentaire de création, maintenant, ou documentaire d'auteur, je sais pas, mais il y a plein de mots. Mais en gros, une manière de recomposer une histoire, enfin en tout cas, moi j'ai l'impression que je travaille quand même pas mal comme la fiction, c'est-à-dire, enfin avec des outils de fiction, c'est-à-dire recomposer presque un scénario, mais à partir de souvenirs très réels et très bruts, de recomposer des scènes vécues, quoi. Et du coup, en montage, on travaille franchement, même moi je pense que c'est même un travail beaucoup plus acéré, on va dire, parce que quand tu as un scénario, tu le suis, il faut juste que voilà, tu trouves les bons, enfin j'exagère un peu, mais il faut trouver les bons plans au bon endroit, au bon rythme, voilà, et les bonnes prises surtout, parce que les acteurs sont souvent mauvais. Et enfin dans le cinéma français en général. Et là, ce que je trouve moi génial et fascinant avec le documentaire, c'est que le scénario, bien sûr, s'écrit avant, parce que c'est comme ça que tu as des aides et que tu écris soi-disant ton film avant. Mais moi, je le recompose au montage et je sais que même si à la fin, on a l'impression que ça ressemble au dossier, on est passé par des phases très différentes et on retravaille avec des post-it, des blocs de scènes, etc. Bon, et on se raconte une histoire, tel personnage, est-ce que c'est bien lui le héros, l'héroïne, c'est quoi les obstacles, en fait on repasse par quelque chose d'assez classique, tout en le redéconstruisant ensuite. Et en revenant à la sensation en fait, parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Donc la question de savoir si tu aimerais revenir à une fiction au sens plus traditionnel, en fait, elle se pose pas vraiment parce que tu penses que c'est déjà, enfin, dans ce que tu viens de décrire, déjà un peu ce que tu fais dans la façon dans le rapport avec la matière, quoi. Oui, après, encore une fois, c'est une question matérielle. Et j'ai plutôt assez envie de revenir à la fiction au sens où ça me permettrait bizarrement plus de liberté parce que en fait tu payes les gens pour jouer un rôle ce qui n'est pas le cas dans le documentaire et donc voilà, à l'évidence tu peux te permettre des imaginaires, des choses plus étranges et donc je pense que c'est juste que j'ai pas de j'aime bien ne pas séparer à ce point les choses et continuer une sorte de chemin où je tisse et de la fiction et du documentaire. Et voilà, et par exemple, le prochain documentaire, j'ai envie de mettre beaucoup plus en scène et d'être dans quelque chose de plus mythologique, enfin voilà, d'aller vers... ouais. Moi, je voulais juste dire si vous avez des questions, vous Oui, pouvez préparer dans le public. Voilà, commencez peut-être à préparer des questions si vous en avez. Oui. Un peu après. Ah oui, Il y en a d'ores et déjà une question au standard. Une question pour Laurie du coup. Question un peu désobligeante, mais je
je préfère la poser parce que je sais pas si on vous l'a déjà posé, mais il y a un film qui a énormément fait parler de lui l'année dernière. C'est Direct Action de Guillaume Caillou, il me semble, et Ben Russell. Ouais. Et je voulais savoir simplement ce que vous avez vu, ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a un quelconque parallèle, lien avec votre travail? Est-ce que vous en avez marre quand vous posez cette Je question? pensais que c'était un petit truc en plus. dont on pouvait parler, Non, Moi, je m'en fais parler. Et non, c'est vrai non. que Forêt Rouge m'a fait penser à un petit truc en plus. Pas un petit truc en plus. Je sais pas, c'est le film qui a fait 15 millions d'entrées, je l'ai pas vu. Bon, peu importe. Comment dire Merci pour ta question, que j'ai déjà eu effectivement un certain nombre de fois. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, en fait, je vais répondre à la question, mais je vais répondre plutôt à, comment dire, au fait que tu me poses la question, si ça te va. Oui, alors, bien Mais je sûr, vais aussi répondre c'est à la plus question. intéressant que Voilà. la question. En fait, je pense que cette question, qui est quand même l'obsession de beaucoup de gens, de comparer mon travail ou le travail, je pense, de quelqu'un d'autre, à des travaux pas similaires, mais sur le même sujet. Ça me gonfle un peu parce qu'on fait vraiment pas, par exemple, Soulèvement, on n'est pas du tout. Moi, je pense que mon film, il est plus proche. Je sais pas de quoi, mais d'une fiction, j'allais dire la ligne rouge de Terrence Malick, admettons, voilà. Mais je pense qu'en fait il est plus d'un proche film que Soulèvement. expérimental. Voilà. Oui. Je pense Ah vraiment. non, oui. Il est Non, plus mais proche de la Soulèvement. ligne rouge que Soulèvement n'est proche de la ligne rouge, ça c'est vrai. Oui. Ok. Soulèvement étant un des films les plus loin de la ligne rouge qui a été réalisé. Non, mais même que mon film est de Soulèvement. Non, mais bien sûr. De action directe, on a effectivement plus de similarités, en plus ils sont venus vraiment un an donc après, enfin moi je les ai vus à la ZAD venir faire leurs images et tout, ils sont venus à un moment où moi j'étais aussi présente, donc un an après les expulsions, un peu plus, je sais plus. Et mais en fait je sais pas qu'est-ce que je peux dire de ça, moi j'ai trouvé le film un peu long, pour être très honnête. Oui, moi aussi. J'adore Ben Russell et Ben Rivers, attention, hein. Je suis vraiment fan de beaucoup de leurs films. Mais celui-là, je crois pas que ce soit leur meilleur. Mais par contre, j'ai trouvé très important. Et par ailleurs, enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu gênée, c'est que. Bon, je vais dire ce qui m'a gênée. Et ensuite, je dirai ce que j'ai aimé. Ce qui m'a un tout petit peu gênée, c'est le manque de lien. Et le manque de montage. Je sais que c'est le principe de notamment Ben Russell. 10 minutes de bobine, enfin à peu près, plus ou moins. Voilà, donc on ne coupe pas, on met des plans séquences et puis on les aligne comme ça fait, je sais plus, 3 heures, 4 heures. Oui, 3h15. 3h15 ou. Peut-être. Moi j'ai senti 3 heures. Peut-être plus. Un peu peut-être plus, je crois. sais plus. Mais du coup, il y a ce principe qui est très fort à certains endroits et que là je trouve un tout petit peu appliqué, un tout petit peu plaqué. Mais cela dit, j'ai aimé la durée et la façon finalement d'archiver ces gestes. Après, j'ai l'impression, enfin pour moi c'est un magnifique archivage, c'est un cadeau en fait, de filmer ça en pellicule, des gestes qui sont quand même rares finalement. Mais là où j'ai aussi, donc voilà, quand je dis le manque de lien et de montage, c'est aussi pour dire qu'à la ZAD c'est le lien, enfin c'est un collectif, c'est des gens qui sont tout le temps liés par des choses. Et du coup, le montage étant une manière de faire des liens entre les images et même entre les gens et entre les regards, entre des objets qui n'ont rien à voir entre eux ou entre des lieux, des espaces. Du coup, voilà, ça m'a manqué. Je me suis dit, là, je ne suis pas sûre de sa méthode. Malgré le fait qu'il y a des plans magnifiques, il y a des très bonnes idées, il y a des trucs voilà, marrants dedans. Et que je pense que c'est un archivage de luxe, quoi. Enfin, pour être Ce qui vous a embêté, c'est peut-être le côté patchwork hyper formel. Je crois, peut-être. Ouais. Et je voudrais faire une petite remarque aussi là-dessus. C'est que. Mais je sais pas si c'est. En fait, je la fais, elle est aussi désobligeante. Non, mais c'est que. J'ai remarqué, je suis sortie de Dao il y a pas longtemps, là, qui fait 3h12, que j'ai beaucoup aimé. J'ai remarqué que, à part Ackerman qui n'est plus là, il y avait quand même très peu de femmes qui faisaient des films de cette longueur. Et quand je réfléchis, et j'aime beaucoup les longueurs, moi, j'adore, enfin voilà, j'ai un amour total pour Tropical Malady de Apichat Long et Resta Cool, comme énormément de personnes. Qui ne dure que 2 heures. Qui ne dure que 2 heures, d'ailleurs, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, Resta Cool est plutôt est un très bon. Enfin, je trouve que les montages de ces films sont excellents. Pour le coup, j'ai rien à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je pense à Wang Bing, à Lav Diaz, à Ben Russell, Ben Rivers, à des gens qui vont jusqu'à 8 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures de film, parfois plus, Bellatar, il y en a que j'adore là-dedans. Mais en fait, c'est des gestes quand même de faire Bien ça. sûr. Et vraiment, je me pose souvent la question. Attends, parfois Wang Bing, je me dis, mais il a vraiment juste mis ses rushs, c'est pas possible.
il y a quelques films où je me dis vraiment, non mais ces Ouais, rushs, c'est des rushs géniaux hein, parfois, mais juste, je me demande à quel point on dirait la même chose d'un film. Enfin, pourquoi les meufs elles osent pas ça en fait? Pourquoi elles C'est osent vrai pas qu'il se y a pas jeter de ça? femme. C'est juste ça. Trenkeloken quand même, qui est... Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est un, Que j'ai pas vu d'ailleurs. C'est un collectif, ouais. Mais c'est un C'est collectif. un collectif, il y a plus de poids, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. C'est juste une question de légitimité que je pose, c'est Non, mais pas la complètement. question Alors là, de la je suis bien qualité, d'accord. de l'esthétique. Moi j'adore les films de 12 heures, Mais c'est je pas pense la question. qu'un film long, c'est trop d'efforts pour Oh. Ah mais moi je pense que justement c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est moins d'efforts, de moins monter que de plus Ah monter. oui. Raccourcir quand t'as 200 heures de rush et que tu fais 1h30, c'est beaucoup plus difficile que de laisser 5 heures et de dire bah en fait les gens ils vont se laisser, et il y a des longueurs qui sont légitimes, d'autres non. Mais vraiment je me pose quand même tout le temps la question et je me dis un jour moi je ferai mon film de 5 heures. Ouais, mais j'enlève pas une minute de Jeanne Dielman. Oui bien sûr, Voilà. mais Ackerman est morte. Et ben voilà, oui. C'est triste. Mais on l'adore. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as gardé, comment tu as gardé les choses, comment tu as coupé en fait? Bah il y avait une monteuse. Hein. Et la question, Non. est-ce que la question de la longueur, il n'a sans doute jamais été question que le film fasse 4 heures, mais est-ce que par exemple là c'est vraiment une question de naïveté pure, est-ce que c'est quelque chose qui est presque fixé a priori, en disant bon bah de toute façon, étant donné les conditions matérielles du film, le sujet, il est mieux qu'on n'aille pas au-delà de telle durée. Bien sûr la matière décide, mais c'est quoi l'arbitrage entre ce qui est possible, disons économiquement, et ce dont on dispose et ce qu'on a envie de faire? Oui, il y a la question économique et il y a la question aussi de la diffusion. Et en fait, c'est souvent ça l'argument, le producteur est dans la pièce, mais c'est souvent ça l'argument où on te dit, bon, si ton film fait plus d'1 heure, et c'est vrai, enfin c'est les exploitants hein, pour le coup, si ton film, que tu ne t'appelles pas, je sais pas moi, Scorsese, et que ton film dépasse 1h45, ça, je crois que c'est un peu la limite quoi. Ça compte pour 2, enfin en gros t'as moins de séances, oui, parce que tu perds une séance par jour. Voilà. Donc tu perds des séances et du coup les exploitants sont beaucoup plus frileux, et déjà que c'est un film qui n'est pas un film de Scorsese, bah voilà, enfin bon. Et donc la question c'est un peu, est-ce que en gros on te dit un peu à un moment du montage, on te dit bah, est-ce que tu veux que ton film il sorte au cinéma ou est-ce que c'est confiné au festival, et moi je trouve que les festivals c'est génial, mais ça reste quand même un entre-soi, et des gens qui viennent voir des films parce que voilà, enfin c'est des cinéphiles quoi. Il y a quand même des festivals où ça se mélange. Moi j'aime beaucoup, il y a plein de festivals où voilà qui sont quand même assez ouverts, etc. Mais il y a quand même un entre-soi qu'il y a moins au moment de la sortie du film, et où vraiment n'importe qui peut aller voir le film par hasard, et puis voilà. Mais la question de la durée, c'est vraiment très intéressant que tu disais tout à l'heure. Évidemment, je plaisantais sur les hommes et les femmes, je le reprécise, mais la question de la durée est devenue très très importante. Ouais. Il y a une inflation moyenne des durées. Il y a une inflation des durées moyennes qui est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, un film en salle, je pense que la moyenne des films qui sortent doit être à mon avis au-dessus de 2 heures. Ouais. Le film de Giannoli qui marche très bien, en fait, il fait quand même 3h19. Voilà. Le film de Scorsese, évidemment, a du mal à faire fait des films de plus de 3 heures, mais de manière quasi systématique. Je pense que le film de Nolan, pour prendre vraiment les gros trucs, il va faire sur 2h50 ou, ouais, ça, ou 3 heures. Tu l'expliques toi? Non, moi je l'explique pas non plus. Ça me paraît pas du tout être une nécessité. Question de quoi, tu dis? C'est une question de rentabilité. On paye 15-20 euros, pas les cinéphiles qui ont la carte UGC, mais quand on paye 15 euros et qu'on va qu'une seule fois par an au cinéma, t'as envie d'aller voir un film de 3 heures quand tu payes 15 euros? Ouais, Je sais pas, peut-être. Il faut, enfin, je sais pas si c'est des blockbusters. Oui, je pense qu'en effet, ça doit être rentable parce que sinon, mais il y a quand même une. Non, mais c'est ça. Après, moi j'ai eu des versions de 5 heures et toutes choses, mais que, pour être honnête, aurait pu. Enfin, moi je les aimais autant presque que la version d'1h30. Même si la version d'1h30, enfin 45, 42, 43, 44, je sais plus. Même si la version d'1h44, elle est plus précise. Enfin voilà, elle est plus précise. Non, mais en tout cas, c'est un truc qui est quand même très bizarre parce que c'est sans doute un effet. Alors, ça ne concerne pas le type de cinéma que tu fais, mais cette augmentation des durées moyennes est un effet, à mon avis, assez évident d'un format qui a longtemps été critiqué pour sa brièveté, qui est la série télé. C'est parce que les séries se déroulent sur des heures et des heures,
et de plus en plus de séries se déroulent sur les années en racontant en fait très peu de choses. Enfin, je veux dire, dans le sens de ce que c'est un récit avec des péripéties, Ah ouais. je sais pas. Et que des films, maintenant, sont des espèces de gros trucs comme ça. Tu vois pas quand tu... Moi, j'aime pas beaucoup de films, je pense que je suis pas le seul. Mais quand tu vois le film de Giannoli, tu vois pas du tout la nécessité qu'il fasse, en termes de récit, qu'il fasse 3h20. Moi, je l'ai Donc pas ça vu. doit être une nécessité qui intervient ailleurs. Peut-être c'est un effet de prestige, peut-être le sujet... mais aussi, je sais pas, il y a peut-être une espèce de volonté de faire des sagas, enfin une impression de saga, alors que... Mais... Moi j'avais entendu une émission une fois avec Jean-Claude Biette qui disait un truc très juste, un peu passéiste mais très juste. Il disait aujourd'hui les films de 2h15 racontent moins de choses que les séries B d'1h15. C'est un peu... Mais c'est pas faux, c'est-à-dire que Des films d'une certaine époque, de Oui. 1h30, 1h15. Oui, c'est Bon. possible. Non, mais après, voilà, il y a des films de 8 heures qui racontent très peu de choses, mais des choses très puissantes, et puis des films d'1 heure qui racontent, oui, parfois pas grand-chose. Mais toi tu ferais pas, comme ça se fait parfois, je sais pas d'ailleurs si ce serait possible, tu mettrais pas sur un DVD une version Bah, ça aurait longue. pu, ouais, ça aurait pu. En fait, Si, j'ai réfléchi. il en a il y a- été question quand même. Non, mais en fait, c'est aussi qu'il y a un truc de budget, c'est que ça veut dire qu'il faut que je me plonge, moi, gratuitement dans ce, tu vois, dans cette masse, quoi. Et que quand même, j'assume après cette version. Ouais. Et voilà. Et en fait. Et en que tu montage, assumes c'est de pas laisser juste entendre que la version en salle était peut-être une version non, qui ne raconter, correspondait, ouais. Non, oui, c'est qui ne pas- correspondait je pas. pense Non, c'est pas ça. Non, je dirais pas ça. D'accord. Mais pour moi, c'est quand même une autre, c'est un autre film, quoi. Oui, d'accord. Mais oui, pourquoi pas. Franchement, ça aurait été intéressant. C'est juste que vraiment, c'est une question de budget, quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas si. Je crois que vous avez déjà. Mais- On a Posez des votre listes de autre films, question. mais. Ah, mais Non, mais c'est- pourquoi Mary Poppins non, toi Ah oui. Pourquoi Mary Poppins c'est quand même une Ah oui. question. Alors, par contre, j'ai pas trouvé de lien avec Forêt Rouge, mais je vais. Ah si, la boue. Non, il n'y a pas de boue. Dans Forêt Rouge, si, il y a de la boue. Oui, ah Oui, bah, je- ouais, je sais pas. La cheminée. Oui, il y a de la suie dans La Mary suie, Poppins. la suie, voilà, suie. la suie, la boue. Non, il y a la matière. Non, Mary Poppins, c'est vrai que c'est le film. C'est un film qui m'a beaucoup marqué petite, d'abord, et que j'ai revu plus tard, qui est très politique en fait, très étrangement, que moi j'ai trouvé Ouais, assez moi, politique. Mais Je parce ne que l'ai pas c'est- revu depuis enfant, donc je peux Ah, mais faut que tu le revoies. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est- Parce qu'au départ, c'est quand même une suffragette avec mariée à un type qui sait pas trop, qui est banquier et qui sait pas, qui sait pas trop ce qui se passe, qui est un peu à la ramasse tout le temps en gros, et avec toute une histoire sur le capitalisme, sur le capitalisme, ça, peut-être que là j'en fais un peu trop, mais quand même, en tout cas, il y a toute une dimension politique entre le père banquier, la mère suffragette. Donc suffragette, elle allait taper des flics avec des pavés hein, quand même. Mais ça, c'est pas Mary Poppins, c'est Non, c'est c'est la les parents des Voilà, enfants. c'est les parents. Et les enfants, donc ils sont un peu des enfants quoi, qui font des bêtises. Donc Mary Poppins débarque du ciel avec son parapluie. Enfin d'abord il y en a 150 autres. Non mais j'adore ce film. J'ai une profonde, je sais pas pourquoi, j'ai une profonde affection pour ce film. Et il y a un moment, il y a une scène qui est une de mes scènes préférées, je crois, presque au monde. Non, pas au monde, mais vraiment c'est une de mes scènes préférées. C'est le moment où ils sont morts de rire. Les enfants, ils s'envolent en fait, et ils sont morts de rire et du coup ils décollent du sol. Et pour moi, ça c'est une pure scène de cinéma, c'est-à-dire que le type a pensé que, Que le rire faisait. le rire faisait décoller et comme une espèce de lévitation. Et Mary Poppins n'arrive pas à les faire redescendre et ils sont là comme ça sur leur chaise, tu vois, et ils se balancent en arrière comme si nous on. Qu'est-ce qui tu vois, les fait rire en particulier? je sais pas, on s'en fiche, des blagues, je sais plus. Enfin, en fait, c'est le rire et en plus il est communicatif, donc t'as une espèce ça vire en fou rire. Et à la fin, Mary Poppins est obligée de leur raconter une histoire très triste pour qu'ils redescendent. Et je sais pas, moi cette scène elle m'a tellement marquée. J'étais toute petite et pour moi c'était déjà du grand cinéma quoi. Voilà. Mais par contre, aucun. Enfin, je trouverais pas de lien avec Forêt Rouge. Avec peut-être. Ouais, je sais pas. Le fantastique, la fantaisie, la poésie, quelque chose comme ça. Le mélange entre politique et poésie. Ouais. C'est bon, ça me donne envie de revoir ce film que Bah, je te le conseille. j'ai pas vu depuis une éternité. Je vous le conseille. Tu voulais poser une autre question? Oui. Vas-y. Je sais pas s'il y a un micro. Il y a un micro qui arrive. En attendant. Alors moi je reviens sur juste le point d'avance sur la distribution, les types de durée et vous évoquez
le type de documentaire de recherche ou je sais plus De quelle création. création. Donc, documentaire de création. Il y a un film extraordinaire, alors là, pour le coup, qui est sorti il y a 2-3 ans peut-être, Il Bucco de Fra Martino. Comment tu dis Il Bucco, le film dans le trou là. Alors j'ai pas vu Forêt Rouge, et en fait, du coup ça m'intéresse d'en discuter. Qui est un film qui me paraissait vraiment complètement à part dans la distribution, et qui pour le coup ne dure qu'1h20 je crois. Mais vraiment c'est brillantissime. Il y a, enfin, Tu peux redire le titre, Alors, le réal, Michelangelo Fra Martino. Vraiment. Ah oui. Et, Il a fait déjà 5 ou 6 films, non, je crois. Ah oui, Il Quattro Volto, je sais plus quoi. Ah oui. Et vraiment, il n'y a pas une ligne de dialogue, il n'y a même pas d'écriteau, il n'y a rien. Et on est immergé vraiment dans cette plaine où il y a ce trou, on suit juste des spéléologues, et ils vont au bout du trou, ils font un dessin et le film est fini. Et le truc est immense. Et c'est en cinéma Ouais. direct du coup. Enfin, tu vois, tout à fait, c'est oui, vraiment, ouais. absolument. Et bon, si vous ne l'avez pas vu, on ne peut pas en discuter particulièrement, mais voilà, c'était pour dire que ça fait du bien de voir aussi l'exercice inverse de raccourcir la durée, Ouais. quitte à rentrer dans les standards de distribution, enfin d'exploitation plutôt, et voilà, puis raconter quand même. Est-ce que Oui, non, mais c'était- la durée, encore une fois, c'est pas. Enfin, pour moi, il y a des grands films de 1 heure. Enfin, en fait, le film, il décide de sa durée, et après, il y a dans quelle case on le met pour la diffusion. Et voilà, moi, je rêve d'un monde où un film de 5 heures, il aurait exactement les mêmes chances qu'un film de 30 minutes ou d'1 heure. Est-ce que c'est ce qui t'intéresserait aussi pardon, chez Eustache? C'est-à-dire Peut-être. La maman et le butin 3h40, mais Ouais, c'est ça vrai. l'histoire, je sais pas combien, 45 minutes, Ouais. et puis encore les Le photos d'Alix, cochon. mais puis le cochon, et puis le fait de. Numéro 0 qui dure quand même 2 heures. non Numéro 0 dure 2 heures, ouais, mais bon, c'était très compliqué parce que pendant longtemps, la seule Ouais. version disponible c'était OD 3VR, qui était justement une version linéaire. Mais cette idée qui est. Mais il dure Qui 2 n'est- heures avec un plan, quoi. Enfin, Ouais, c'est qui quand n'est même- tenu que par de quelques très rares cinéastes, qu'il n'y a pas de fatalité, si on peut dire, à passer au long métrage. Quand on passe au long métrage, on peut revenir. Ouais. Il y a Moulet qui fait ça, Eustache, mais ils sont pas nombreux. Oui, oui. Straub faisait ça un peu aussi, Godard évidemment, mais c'est Ouais, très il y a rare. une liberté. En fait, c'est vrai que. Oui, t'as l'impression qu'il faut vite faire des longs métrages, sinon tu perds une sorte d'élan, tu vois, Enfin, que pour être cinéaste, il faut faire. Il faut passer au long, il faut faire le deuxième, le troisième, etc. Et après, je pense que. Mais en fait, les films mettent tellement de temps à se faire que t'as le temps de faire des courts-métrages entre temps, et cette liberté, je pense qu'elle se retrouve aussi comme ça. Et alors, là, tu as noté quelque chose que je trouve je voudrais que tu nous en dises un peu. Donc, la Ciénaga de Lucrezia Martel. Oui. Tu as écrit folie, folie, documentaire dans la fiction. Forme hybride m'intéresse. Et là, tu as écrit, j'ai écrit le reste ne m'intéresse Ah non. pas. Alors, le reste ne t'intéresse pas dans ce film, en général au cinéma. Non, mais il lit mes notes. Bah, Non, mais c'est mes vieilles notes. En plus, c'est des vieilles notes Ah de bon 2022. Enfin, Ah bon celle-là, ouais. Parce bah, que elles sont dans un français récent. Hein. Moi, je trouve, on les comprend encore très bien. Non, mais est-ce que c'est le reste de Lucrezia Martel? Est-ce que c'est le reste au Non, cinéma? Non, mais c'est l'hybridation. Non, c'est parce que je voulais parler de l'hybridation. Et que dans la Ciénaga et dans Lucrezia Martel, en général, d'ailleurs, là, elle a fait donc, récemment un documentaire qui Que tu as vu est très intéressant, ouais, oui, que j'ai beaucoup aimé. Je préfère quand même ces fictions, et je préfère la bizarrerie de ces fictions et les partis pris toujours. Je sais pas, elle a quand même. Il y a un délire, quoi, en fait, dans ces films. Il y a toujours Ouais, c'est vrai. Ouais, je dirais un délire, en fait. Et dans la Ciénaga, il y a ça aussi. Et ce qui m'intéresse dans la Ciénaga, c'est que moi je sens, mais c'est un peu comme. C'est pour ça que c'est les cinéastes qui m'intéressent, comme Sophie Le Tourneur, c'est que je sens une dimension documentaire très très forte et qui me ramène au corps, en fait. C'est souvent ça aussi, d'ailleurs. C'était une liste, j'avais fait, une liste de films liés au corps. Et donc D'accord. il y avait, c'est à partir, d'ailleurs c'est plutôt celle-là. Si tu veux vraiment la liste de 2022, mais bon, on a déjà fait une vidéo ouais, c'est en une liste. 2022. peut-être Ah, que- c'était un top 10. Ah, c'était le top Ouais, 10 c'est un 2022 ici, d'accord. c'est le concept. Ok. Mais pour moi, dans la Ciénaga, il y a ce rapport au corps, à la mort, à la folie, et qui est très sensuel en fait, qui est vraiment sensoriel, quoi. Et
ouais, pour moi c'est vraiment... Ciénaga, c'est bien ce film qui se déroule autour de la piscine. Beaucoup, Ouais. ouais. Exactement. Oui, avec un truc très La poisseux, sueur, très humide. ouais, très... c'est ça. Les Ouais. enfants qui tiennent des armes, enfin, Ouais, ouais. il y a quelque chose de je sais pas moi, qui me touche profondément et qui touche presque à l'inconscient. Enfin, moi j'aime bien quand le cinéma, il va... t'as l'impression c'est pas juste de l'inconscient collectif, c'est vraiment... t'as l'impression qu'il enlève son manteau, enfin qu'il y a vraiment un... Tu vas un peu dans les tréfonds des images archaïques, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce film. Et puis tout le Christian Martel en général, sa démarche, enfin, je la trouve admirable. Et Alice Rohrwacher, pour moi c'est un peu la même team. Alors C'est plus doux quand même. voilà, elle a quelque chose C'est plus enchanté, c'est Exactement. plus... Elle est plus, effectivement, elle est plus optimiste. Ouais. Enfin, elle est plus joyeuse, t'as raison. Mais Parce que chez Lucretia Martel, il y a souvent un truc un peu de décomposition, ouais, c'est vrai. mais qui est très... ouais. Non, c'est vrai qu'il y a du délire, je suis d'accord. Mais dans les deux, il y a ce rapport au corps quand même. Et notamment Corpo Celeste, moi j'avais adoré c'est son premier long métrage, je crois. Et il y a aussi une espèce de grâce comme ça, c'est un geste d'une fille qu'on suit dans sa trajectoire et on est très proche d'elle. Et pour moi, il y avait quelque chose de presque en lien avec Bresson, je sais pas pourquoi, mais je l'avais complètement lié parce que je pense que le geste est assez aride d'une certaine manière. Et ce film, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, Corpo Celeste. Alors malheureusement à Potemkin ils l'ont plus, je crois. Il est épuisé. Voilà. Qu'est-ce qui est dit de Corpo Il est plus édité depuis longtemps. Donc. Ouais, c'est ça. Il faut le pirater maintenant. Voilà. Ou Alice, bisous. Et c'est vrai que j'ai un peu lu les notes, mais c'est aussi que tu me les as données. Je vois à plusieurs reprises, tu as noté la ligne rouge. Alors évidemment, de la ligne rouge à la forêt rouge, il y a déjà les titres, mais est-ce que tu peux en dire Oui, alors La Ligne Rouge, en fait, c'est un film que j'ai découvert après avoir filmé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc je m'en suis pas inspirée, mais c'est un ami, Alessandro Pignocchi, qui m'a dit regarde La Ligne Rouge, tes rushs, parce que j'avais fait un montage assez long de 40 minutes, mais par exemple, voilà, ce genre de montage, je pense que ça pourrait constituer un film. J'avais fait un montage de 40 ou 50 minutes du moment des expulsions. Mais vraiment, on est plongé là-dedans et avec des espèces de bribes avant-après. Donc c'était beaucoup tout ce plus qu'on voit, poétique. l'arrivée de la police. Ouais, mais avec quelque chose de plus... Il n'y avait pas de contexte, quoi. On était vraiment plongé dedans. C'était un moment brut comme ça, avec un peu métaphysique, enfin avec, je sais plus, quelques phrases sur le désir, la lutte, enfin bref. Je me souviens plus très bien de quelqu'un qui parlait. Bon. Et en fait, j'avais montré ce truc à Sandro, c'était un peu les premiers montages que je faisais de Forêt Rouge, et il m'a parlé donc de La Ligne Rouge. Et en fait, bon, moi je connaissais pas, enfin à l'époque je connaissais Terrence Malick, mais c'est vrai que j'avais jamais vu La Ligne Rouge. Et, oh bonjour. En fait, comment dire, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que les plans de ce moment-là sont très proches du sol. On est vraiment toujours dans les herbes, près de la terre, et finalement avec la salamandre, avec l'arbre, avec les végétaux, les champignons et les grenades, enfin, et les pieds et les mains. Beaucoup de pieds dans la boue. On avait parlé, je crois. Je suis pas fétichiste des pieds pourtant, mais c'est vrai que j'ai un truc dans les films, je sais pas pourquoi, et des mains, et des pieds, ouais. Bon, voilà. Mais je crois que c'est aussi lié à ce film qui est très dans la terre, quoi, en fait. Les gens font des choses. Oui, ils font beaucoup de choses déjà, ils fabriquent beaucoup de choses avec leurs mains, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie. Et par ailleurs, il y a quelque chose de la terre, de la boue, de la matière physique. Qui en fait fait lien aussi, maintenant on parle de plus qu'humain, moi je sais plus comment dire, c'est non-humain, plus qu'humain, en tout cas de tous les humains et les non-humains, comment ça se lie quoi tout ça. Et la boue elle te retient un peu, en plus il y a vraiment ce truc d'adhérence que moi je sais pas, je trouve intéressant. Et pourquoi je parle de ça, oui, Terrence Malick, La Ligne Rouge, il y a aussi ce truc très brutal. Je sais pas, il y a cet oiseau là dans l'herbe, le type il se prend une balle, je sais plus trop dans quel ordre ou qui quoi, si l'oiseau est mort aussi le type, il y a du sang partout dans l'herbe, mais ça reste aussi à la fois complètement comme dans un rêve et à la fois très terrien, au sens où la caméra elle est au sol, on rampe avec eux, et moi c'est vrai qu'à la ZAD j'ai vraiment adopté une position tout simplement physique,
proche des militaires, je pense, qui rampent, mais pour me protéger en fait au Oui. départ. Enfin, vraiment, c'était une question pratique au départ. Et puis en fait, finalement de m'accroupir, de filmer comme ça, proche des souches et et puis enfin du vivant, ça m'a, je sais pas, ça m'a en fait moi-même rapproché de ce que je filmais depuis le début. Et c'est comme si le parti pris, tu vois, on est toujours, on est toujours du côté des zadistes, donc j'ai un regard, enfin le point de vue est très clair, etc. Mais là, en fait, il est plus si clair, c'est-à-dire que soudain, on n'est pas que du côté des zadistes. On est bien sûr du côté de cette forêt qui est défendue par les zadistes, mais en fait, on est d'abord du côté de la forêt qui n'a rien demandé d'une certaine manière. Et du point de vue... Qui elle n'est d'aucun côté. Qui n'est d'aucun côté d'une certaine manière, et qui est du côté, en tout cas, évidemment, des lacrymos et des blindés qui l'abîment, elle n'est pas forcément de ce côté, mais en fait, elle est d'aucun côté, effectivement, éthiquement, moralement. Enfin, on pourrait se poser la question. Mais en tout cas... d'un seul coup, c'est une forme un peu plus distanciée d'une certaine manière de la lutte. Parce que je suis toujours très proche de la lutte. Et là, soudain, la forêt me permet de regarder le spectacle depuis l'arbre, quoi, en fait. Et le spectacle humain qui est quand même un peu triste. Mais peut-être tu l'as dit, pardon, mais le film de Malik, tu l'as vu alors que tu étais en train de monter le film. Le film n'était pas totalement achevé. Oui. Et donc, ce que tu nous dis un peu, c'est qu'il a, voilà, il a quand même, opéré un peu quelque chose. Oui, après ce montage des expulsions, que j'ai largement repris en fait dans le film, était déjà là, donc, mais oui, après peut-être, c'est juste, j'ai senti une proximité un peu physique en fait avec lui, qui est pas forcément métaphysique, mais physique. Mm. Ouais. Peut-être s'il y a une dernière question. Moi j'en ai une pour tes projets futurs. Est-ce que tu prépares quelque chose? Et juste avant, je voulais juste dire sur la ligne rouge, moi j'étais persuadé que ton titre était directement inspiré, parce que le film, même le côté irruption de la violence dans ces paysages magnifiques, c'est quelque chose je pensais vraiment que c'était directement inspiré. Non, mais je savais pas que tu n'avais pas vu le film avant. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de. Mais Forêt Rouge, c'est vrai que j'ai trouvé avant la ligne rouge, et quand j'ai vu la ligne rouge, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je me suis même pas fait le lien. C'est bizarre. Non, mais par contre, t'as raison, il y a cette dimension aussi. Enfin, je te dis, une fois que j'ai vu le film, j'ai eu un choc, et j'ai beaucoup plus aimé Terrence Malick d'ailleurs, après avoir vu ce film, et j'ai mieux compris aussi peut-être son cinéma, et je me suis sentie très proche de lui à ce moment-là, quoi. Donc oui, et puis toute évidemment, fracasser le vivant, enfin, il y a ça dans le film aussi. Oui, il y a ça dans le contraste vraiment bien entre sûr. tous les moments de calme, de la nature, Bien et puis sûr. l'éruption très violente de la police. Oui, puis en plus c'est des moments qu'on construit au montage très clairement, les moments de contraste, ils sont vraiment construits de manière précise, quoi. Pardon, alors, Même au son. Pourquoi Forêt Rouge d'ailleurs? Oups, pardon. Et ben j'ai pas... On peut le comprendre, mais pourquoi toi tu as voulu... Mais toi, comment tu comprends par exemple? J'ai pas tellement pensé, j'ai trouvé que le titre était beau et qu'il fonctionnait, j'avais l'impression qu'il fonctionnait. Moi j'aime bien quand un titre est comment dire, quand on peut l'entendre, quand on peut entendre un titre sans jeu de mots, mais que si on a besoin, on peut. Quand c'est d'emblée un jeu de mots, je trouve que c'est fatigant. Parce que c'est un côté clin d'œil, mais là, bon, je me suis dit, là, je revoyais un extrait tout à l'heure, il y a du rouge, déjà, il y a des petits filets rouges, on peut entendre le rouge est quand même une couleur qui en politique a une certaine signification, donc j'ai eu le sentiment que ça travaillait dans plusieurs directions de manière assez facile, donc je m'y suis pas plus attardé que ça. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas, mais c'est une autre question, pourquoi le film de Malik, qui en anglais s'appelle Thin Red Line, s'appelle pour ça? Est-ce que c'est le rouge du sang qui effectivement est très présent? Est-ce que c'est la ligne rouge, la fine ligne rouge qu'on franchit quand on je sais pas quoi, C'est sur la colline. quand on meurt, sur la folie, quelque chose comme ça? Non, sur la colline. Ah, sur la colline. Dans le film, Ah, oui, oui. uniquement, c'est le passage. Vers l'ennemi en fait. Je me souviens pas parce que j'ai pas un très bon souvenir de ce film et que je suis pas un très bon terme avec Terrence Malick à l'heure actuelle. Mais ce que tu dis m'intéresse. Mais donc pourquoi toi Moi c'est particulièrement ce film. Ouais, d'accord. Forêt Rouge, alors c'est marrant, bon évidemment on m'a posé plein de fois la question. Moi j'aime bien savoir ce que les gens en pensent parce qu'effectivement c'est quand même un titre assez
équivoque, multivoque, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, moi je l'ai eu, enfin il m'est un peu tombé dessus, je sais plus pourquoi. Moi, pour te répondre un peu mieux, ce qui m'a plu dans le titre, c'est que j'ai le sentiment que le film était fait de telle manière qu'en gros, contrairement à ce qui est peut-être le mouvement naturel, qui est qu'on passe du littéral au métaphorique, où la métaphore est comme un niveau postérieur et supérieur, là pour moi c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut d'abord l'entendre comme une forêt rouge, une forêt en lutte, mais que le film nous ramenant dans la forêt permet de nous dire « Ah bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas aussi du rouge dans la forêt et du rouge qui serait rouge ?» Voilà. Ah oui, elle est vraiment rouge. Voilà, donc c'est ça moi qui m'a intéressé, plutôt que cette idée qui consistait à dire « Oh, je vous filme une forêt, mais attention, c'est un peu mieux qu'une forêt. » Bah non, c'est ce qui est un peu plus forêt encore. Donc ça m'a Elle est tout simplement une forêt. Voilà, mais je trouve c'est bien parce que c'est un titre, encore une fois, c'est un titre qui fonctionne sans appel de sens, tu vois, et même si on peut évidemment aussi s'interroger. Bah, alors, bon, en gros, j'ai eu une première intuition pour ce titre, je sais plus comment je trouve les titres, mais bon, parfois ça me tombe dessus comme ça. Et après, en fait, le film, tu sais, on met à l'épreuve le titre tout au long de la fabrication du film. Et donc pendant le tournage, pendant le montage, pendant... Bah, en donc fait, là, il est venu assez tôt alors. Il est arrivé assez tôt, hein, dans mon souvenir, bah, les dossiers, je sais pas, ouais, non, il est arrivé assez tôt. Et donc, c'est surtout le long du montage que tu peux te reposer la question, très pertinemment, et à la fin du montage encore plus. Et en fait, j'ai voulu changer, je me suis dit, il faudrait quand même que je change de titre par principe, tu vois. Et en fait, j'ai jamais changé parce que c'est comme s'il était retombé sur ses pieds d'une certaine manière, et c'est peut-être un peu ce que tu dis. Ouais. Après, évidemment, il y a cette histoire de rouge, comme tu dis, il y a la couleur politique, il y a la couleur de l'amour, de la passion, de la lutte, de tout ce que tu veux. Après, enfin, pour revenir à la politique, c'est quand même rouge et noir à la ZAD, mais forêt noire étant déjà une forêt allemande, je vais pas l'appeler forêt noire, ce serait un peu bizarre. Moi, c'était gâteau aussi. Ouais. Mais pourquoi tu dis c'est rouge et noir? Parce que c'est communiste anarchiste, enfin, c'est quand même pas mal les deux. Enfin, il y a cet idéal de la commune. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'ai mis Peter Watkins dans ma liste. Film très long et pour le coup, moi que j'adore vraiment absolument. Oui, qu'est-ce que je disais? Voilà, et puis des tendances anarchistes, évidemment, mais quand même, on est dans un truc. Enfin, là, moi, les personnes que je filme, c'est plutôt des organisations communistes, communalistes, on va dire. Enfin, eux, ils préfèrent communalistes. Bon, tout ça pour dire que, évidemment, donc il y a la couleur politique, mais il y a aussi la couleur quand même du sang, la couleur des blessures. Et c'est vrai que, en fait, tout simplement, à la fin, je suis revenue. Donc c'est un peu comme tu dis, c'est marrant parce que le chemin c'était voilà, forêt rouge c'est ouvert, on peut imaginer plein de choses. Et en fait, il y a quand même une image qui est cette image des filets rouges dans l'aube qui, moi, me fait penser à une forêt blessée qui m'est restée. Et voilà. Et du coup, c'est parti de là et c'est revenu là. Et puis Direct Action était déjà pris de toute façon. Direct Action, j'aurais jamais pris ce titre. Mais non, mais en plus, je trouve que c'est assez. Non, mais c'est très provoquant d'appeler son film Direct Action. Ouais, pour un film où il n'y a vraiment pas d'action directe. Ouais, on est un peu genre. C'est-à-dire qu'un Direct in Action, c'est un film qui, si c'est lent, ça ne marche pas. J'ai vu un Direct in Oui, Action. juste rapidement, Oui, Laurie, tu peux nous parler des projets futurs. Oui, pardon. Oui, du futur, de l'avenir, nos futurs. Donc il y a un film qui s'appelle Nos futurs dans le DVD, donc achetez le DVD. Mais c'est Nos futurs. NOS, là aussi, avec un S, au pluriel. Voilà, pardon, je voulais dire un peu dessus. Non, pas du tout, mais c'est pas pour. Il est plus sûr que ça, le titre, peut-être pour toi. Il est un peu, ouais, un peu trop. Hein. Il est un peu. On n'a pas beaucoup cherché. Non, en fait, avec la parenthèse et tout, ouais. Oui, en fait, c'est des points, je crois. Mais en fait, c'est aussi qu'il est. Nos futurs, c'est aussi les zadistes là, qui nous l'ont indiqué. Oui, que, voilà, on le voit. il y a une scène dans le film qu'on comprend. Enfin, vous comprendrez quand vous verrez le film si vous l'avez peut-être. Les futurs projets, en fait, je crois que par superstition, je ne vais pas trop en parler, mais je peux vous le dire. Il y a un film quand même avec de la danse, hip-hop, en milieu rural. Voilà. J'en dirai pas plus. Il y a pas mal du hip-hop en milieu rural. Du hip-hop en milieu rural, queer. Et l'autre. Moi j'habite en milieu rural, je peux te dire que c'est pas très hip-hop. Mais queer, on m'a pas montré encore. Je t'enverrai mon film quand tu seras fini, Emmanuel, pour me pimenter ta vie rurale. Et Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire où on peut te lire maintenant ou t'écouter? J'ai cru comprendre. Non, mais j'ai pas fini. Oui. T'as dit, j'en dirai pas plus. Non, je voulais juste dire un autre petit mot. C'est que, en fait, j'ai envie d'aller voir la fiction. Voilà. Et du coup, j'ai écrit pas mal. Mais j'ai envie d'aller vers la fiction avec. Enfin, j'ai envie de retourner à la fiction parce qu'en fait, j'en viens. Enfin, en fait, il n'y a pas de. Voilà, d'aller ou de revenir parce que j'ai l'impression que moi, j'ai commencé à filmer mes pieds, ma famille.
avec ma petite caméra mini DV, et que donc ça c'est du documentaire de cinéaste qui commence, et après la fiction, et après après ça s'entremêle. Et donc ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup l'idée d'être passée par, pour moi, cette école documentaire, enfin ce geste documentaire qui est vraiment très formateur, qui est très difficile aussi, qui est très ingrat. Il y a très peu de reconnaissance, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le documentaire est quand même l'enfant pauvre du cinéma. Il y a très peu de reconnaissance même des cinéastes, très tardivement. Et j'aime bien, enfin voilà, j'ai envie je me sens beaucoup plus forte par contre. Et voilà, enfin je me dis, aujourd'hui j'ai fait un peu un bilan, parce qu'il y a des dossiers là, bon bref, on passe... Non mais en gros j'ai fait un peu un bilan pour un dossier, et en fait je me disais, mais le documentaire m'a fait grandir très clairement en tant que cinéaste, et m'a donné la force de la fiction que je pense que j'avais pas avant. La fiction c'était un peu abstrait, enfin je veux dire, j'écrivais des scénarios d'une manière qui ne serait pas la même aujourd'hui, et je travaillerais pas de la même manière. J'aurais envie d'être beaucoup plus dans des choses un peu sauvages, et avec des... Ouais, voilà, et sur des territoires, enfin d'être un peu ancré à des endroits avec des gens, voilà. Ou de faire la fiction un peu autrement que ce que je pensais faire avant. Okay. Et donc Emmanuel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi déjà je voulais dire que c'est la deuxième fois que je discute avec Laurie, je trouve que c'est absolument passionnant, voilà. Mais vraiment, donc je voulais te remercier cette fois-ci aussi. Bon, moi j'ai ouvert un espace à moi sur une plateforme qui s'appelle Substack, voilà. Mais faut pas me lancer sur ce sujet parce que c'est mon occupation. Je crois que tu parles du diable s'habille en Prada récemment. Entre autres, parce qu'il faut alterner, c'est-à-dire que les gens aiment beaucoup lire des choses sur Forêt Rouge, mais si tu leur donnes pas un peu de Prada à côté, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc il y a notamment une conversation qu'on a eue tous les deux, et parce que j'ai fait une sorte de podcast, voilà. C'est d'un maniement très facile, puisque moi je ne suis pas du tout technicien du tout. Donc aussi bien pour poster du son, de la vidéo que du texte, ça se fait vraiment, tu colles ton truc et c'est marche. C'est passionnant. Franchement, allez et c'est vrai, moi j'y prends beaucoup vraiment... de plaisir. Ouais. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Merci alors, à vous. On va pouvoir retrouver le DVD si vous êtes intéressé. Laurie peut le dédicacer, sachez qu'elle dessine très très bien. Voilà, c'est vrai? Ouais, elle fait des super dédicaces. Et donc merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et merci. Laurie.